Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel 1 heure pour l'autonomie. La présentation va commencer. Donc pour éviter toute interférence ou écho, vos micros et caméras ont été coupés. Pour rappel, la présentation sera enregistrée et publiée sur YouTube. Vous recevrez à l'issue de ce webinaire le support ainsi que le lien d'accès à la vidéo, lien qui vous permettra également d'accéder à toutes les vidéos de 1 heure pour l'autonomie depuis sa mise en place. Merci Magali, bonjour à toutes et à tous. Pour précision et compte tenu du format et du temps qui nous est imparti, il n'y aura pas d'échange direct. Mais vous pouvez, et nous vous y encourageons, à poser vos questions, non pas dans le chat, mais dans la foire aux questions qui se situe en haut à droite de votre page Teams, sous la rubrique QR code. Le chat étant laissé disponible pour les questions techniques, remarques ou réactions tout le long de la présentation. Les réponses à la fac vous seront transmises quant à elles dans un second temps via un document à l'ensemble des inscrits comme le support de présentation d'ici 8 à 15 jours, avec l'invitation pour le prochain webinaire. Donc, en définitive, que vous ayez assisté ou non à cette présentation, vous serez systématiquement destinataire de la présentation et de la fac. Tout cela étant dit, je vous propose que l'on revienne à notre sujet du jour, donc la maladie à corps de Lévy. Pour traiter de cette thématique, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Mouisseau, délégué général de l'Association des aidants et malades à corps de Lévy. Oui, je le remettrai là après. Ça marche, merci Laurent. Ouais, merci. Bonne journée. Monsieur Mouisseau, la parole est à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de faire un topo sur la maladie à corps de Lévy. Je m'appelle Vincent Mouisseau. Je suis le délégué général de l'Association des aidants et malades à corps. Les aidants et malades à corps de Lévy. Et je vais vous faire une présentation sur cette maladie qui est très fréquente mais assez mal connue et qui nécessite d'être bien connue pour être bien prise en soin. Ma présentation va se dérouler en 6 parties. On va commencer par une description générale de la maladie, puis une description des symptômes qui, vous le verrez, sont assez nombreux. On fera un petit point sur le diagnostic, qui est un des enjeux majeurs, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-diagnostics de cette maladie. Et ensuite, on évoquera d'une part la prise en soin des patients, puis celle des aidants. Et enfin, je vous dirai quelques mots des actions de soutien et de formation proposées par notre association. Alors, description générale de la maladie. Donc, la maladie à corps de Lévy, comme je vous le disais, c'est une maladie neurocognitive ou neuroévolutive ou neurodégénérative. Vous entendrez les 3 termes. C'est la deuxième maladie la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. Elle représente 20% des maladies neurocognitives. Ça veut dire que quand il y a 100 personnes atteintes d'une maladie, il y en a 20 qui sont atteintes de la maladie à corps de Lévy. Et elle touche plus de 200 000 personnes en France. Donc, c'est une maladie qui n'est pas connue, mais qui n'est pas rare du tout, au contraire, qui est... Alors, Monsieur Moussolinso, on vous entend plus. Je vais essayer de réactiver votre micro, mais je pense que c'est de votre côté. On vous entend toujours pas. Alors moi, je peux pas réactiver le micro de... Du coup, ça doit être de votre côté. C'est bon, on vous entend maintenant. Oui, attendez, parce qu'il faut que j'autorise, je ne sais pas quoi. Autoriser. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon, alors je remets le partage, désolé. Il n'y a pas de problème. Il faut que je retrouve, du coup. Pourquoi je ne sais pas? Fenêtre, diaporama, et je mets en mode présentation. Il faut que ça parte, sinon j'y arrive pas. Alors, pourquoi il y a cette fenêtre qui me gêne? Voilà. Voilà.
Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Bon, super. Désolé pour l'interruption, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vous disais que la maladie à corps de Lévy donc, est une maladie neurocognitive qui touche énormément de monde, même si elle est mal connue. Elle touche environ 200 000 personnes en France. Donc, ce n'est pas une maladie rare, c'est une maladie très fréquente, mais qui est méconnue. On va mieux comprendre pourquoi dans le déroulé de la présentation. Elle se caractérise par de très nombreux symptômes. C'est ce qui la rend très difficile à vivre et parfois difficile à diagnostiquer, avec des troubles cognitifs qu'on va détailler un peu après, qui sont souvent très fluctuants. C'est un mot qu'on emploiera beaucoup dans cette présentation, c'est une des caractéristiques. Des troubles du comportement qui peuvent être variables d'un malade à l'autre, mais qui sont souvent assez prégnants dans la maladie. Des troubles neuropsychiatriques, hallucinations, syndrome de Capgras, je vous expliquerai ce que c'est que ce syndrome qui n'est pas toujours facile à décoder. Des troubles du sommeil, avec des perturbations du sommeil, mais aussi des troubles de type cauchemar que je vous expliquerai, des troubles moteurs et des troubles neurovégétatifs. Mais on va détailler tous ces symptômes, donc c'était juste là pour vous donner une première photographie du tableau clinique possible dans cette maladie. Une particularité très importante dans cette maladie, c'est les grandes fluctuations des symptômes qui peuvent évoluer de façon très imprévisible. Ça, c'est un point qu'il faut bien connaître dans cette maladie parce que c'est très déstabilisant pour l'entourage, mais c'est aussi source de confusion pour les soignants, notamment dans la phase diagnostique. Alors, quelques mots d'épidémiologie sur la maladie. Donc, c'est une maladie qui survient le plus souvent après 50 ans, même si elle est diagnostiquée souvent beaucoup plus tard, dans des proportions à peu près équivalentes entre les hommes et les femmes. C'est un peu plus de femmes que d'hommes, mais c'est à peu près la même 55-45. Le mode d'entrée dans la maladie, c'est-à-dire les premiers symptômes qui apparaissent, sont très variables d'un malade à l'autre, on le verra. Il y a des malades qui entrent par des troubles moteurs, d'autres par des troubles plutôt comportementaux, d'autres des troubles psychiatriques et d'autres des troubles moteurs. Ça n'est pas une maladie héréditaire. Les cas de maladies familiales, les cas familiaux sont extrêmement rares. Donc, ce n'est pas une maladie qui se transmet, c'est une question qu'on nous pose souvent. Les causes de la maladie sont mal connues, comme elles le sont pour les autres maladies neurocognitives. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement un cocktail de causes à la fois génétiques, environnementales et liées à l'hygiène de vie, mais on ne connaît pas réellement les causes précises de cette maladie. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif, mais en revanche, il existe des traitements symptomatiques, on en dira un mot, mais à l'efficacité très variable en fonction des malades et avec des potentiels effets secondaires très importants. Donc, on y reviendra sur les traitements, c'est important d'adapter le traitement à chaque patient. Alors, un mot pour expliquer la différence entre la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la maladie à corps de Lévy. Donc, la maladie à corps de Lévy, c'est une maladie qui est liée à une accumulation d'une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine. Et cette accumulation s'appelle corps de Lévy parce qu'elle a été découverte par le professeur Lévy, d'où le nom corps de Lévy. Ces accumulations d'alpha-synucléine vont générer un dysfonctionnement des connexions neuronales et petit à petit un affaiblissement des neurones. Et ces accumulations, ces corps de Lévy, peuvent se diffuser dans tout le cortex cérébral, d'où la diversité des symptômes de cette maladie. Si on regarde maintenant la maladie de Parkinson, c'est aussi une accumulation d'alpha-synucléine. Alors, les experts neuropathologiques vous diront que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est très proche. En revanche, la grosse différence, c'est que dans la maladie de Parkinson, cette accumulation se concentre essentiellement dans le tronc cérébral, et donc les symptômes sont essentiellement des symptômes moteurs. S'agissant de la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie totalement différente, qui n'a rien à voir avec la maladie à corps de Lévy. Les protéines, l'accumulation de protéines en jeu dans la maladie d'Alzheimer sont différentes de celles de la maladie à corps de Lévy. Il s'agit de l'accumulation des plaques bêta-amyloïdes et de la protéine Tau, avec des régions plus spécifiquement touchées qui sont le lobe temporal interne et l'hippocampe. Voilà, donc trois maladies qui sont très différentes, souvent confondues parce qu'il y a des symptomatologies qui peuvent ressembler, mais trois maladies qui sont vraiment d'un point de vue neuropathologique totalement différentes.
Ce qu'il faut retenir sur la maladie, c'est au global, c'est que c'est une maladie qui est extrêmement fréquente, qui est sous-diagnostiquée. Pourquoi elle est sous-diagnostiquée? Parce qu'elle est assimilée à tort à d'autres maladies, et notamment à la maladie d'Alzheimer, quand ce sont les troubles cognitifs qui apparaissent de manière majeure, souvent confondus avec Parkinson en début de maladie, parce que les troubles moteurs peuvent y ressembler, et parfois des maladies psychiatriques, on le verra, parce que les troubles du comportement peuvent, dans certains cas, ressembler à des maladies psychiatriques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie différente, ça n'est pas la même maladie. On le verra, les troubles cognitifs dans la maladie à corps de vie ne sont pas les mêmes que les troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer. De même, s'agissant des troubles moteurs, ils sont différents entre la maladie de Parkinson et la maladie à corps de vie. Et les troubles du comportement qui peuvent faire penser à une maladie psychiatrique, comme la bipolarité ou la dépression, etc., sont en réalité des troubles qui ont des causes neurologiques et pas psychiatriques. Tout ça est lié au fait, du coup, il y a une confusion fréquente, même si les maladies sont différentes, parce que certains symptômes peuvent ressembler. Il y a une assimilation très souvent à tort avec d'autres maladies, c'est-à-dire que très souvent, les malades à corps sont diagnostiqués en première intention maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer ou troubles psychiatriques, mais à tort. C'est dû, comme vous le voyez, à une grande variabilité des symptômes, notamment en début de maladie, puisque l'entrée dans la maladie est très différente d'un malade à l'autre. Certains malades peuvent entrer dans la maladie plutôt avec des troubles moteurs, d'autres plutôt avec des troubles cognitifs, d'autres plutôt avec des troubles psychocomportementaux. Et puis les fluctuations sont évidemment rendent le diagnostic difficile. On reviendra sur les fluctuations parce qu'elles peuvent être extrêmement spectaculaires. Et puis aujourd'hui, ce sous-diagnostic est aussi lié au fait que les soignants sont peu formés à cette maladie, et y compris les médecins qui, dans leur cursus universitaire, ont très peu entendu parler de cette maladie. Les choses progressent en la matière, mais il y a encore un déficit de formation des professionnels soignants sur cette maladie. Tout ça génère de l'errance médicale, de l'errance diagnostique, qui est évidemment très difficile à vivre pour les familles, mais aussi des pertes de chance, c'est-à-dire que quand le diagnostic n'est pas bien posé, très souvent, les prescriptions médicamenteuses qui sont proposées ne sont pas adaptées, voire peuvent provoquer des effets secondaires graves qui peuvent être létaux, on y reviendra. Les structures d'accueil, ne connaissant pas bien la maladie, sont souvent pas adaptées, voire refusent d'accueillir des malades à corps de Lévy, de peur de ne pas pouvoir bien les prendre en charge. La méconnaissance de la maladie et le sous-diagnostic génèrent aussi au quotidien de la maltraitance involontaire et de la souffrance qui est évitable. Et enfin, la recherche sur la maladie est encore très nettement sous-dotée par rapport aux autres maladies neuroévolutives. Alors, pour mieux comprendre tout ce tableau, on va entrer dans la description des symptômes parce que l'essentiel pour bien prendre en soin, bien connaître, bien comprendre, bien diagnostiquer la maladie, c'est de bien en connaître les symptômes. Alors, les symptômes, comme je vous l'ai dit, ils sont d'ordre cognitif, psychocomportementaux, sommeil, moteur, neurovégétatif et neurosensoriel. On ne va pas tous les détailler parce qu'ils sont extrêmement nombreux, mais je vais vous en faire une description globale et insister sur certains symptômes qui sont particulièrement difficiles parfois à décoder et à bien comprendre. Alors, concernant les troubles cognitifs dans la maladie à corps de Lévy, c'est des troubles qui peuvent être très variables. Ils peuvent toucher les fonctions d'attention, attentionnelles, avec des malades qui décrochent à certains moments, des fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à enchaîner et à séquencer plusieurs tâches, par exemple faire une recette de cuisine, la production langagière avec des difficultés de langage, de la recherche de mots, des difficultés à construire une phrase correctement ou à enchaîner plusieurs phrases. Des troubles de la mémoire, mais on verra qu'ils sont très différents des troubles dans la maladie à corps de Lévy par rapport à la maladie d'Alzheimer. Et enfin, des troubles liés aux fonctions neurovisuelles. Les atteintes neurologiques dans la maladie à corps de Lévy font que le patient, même s'il a une vue qui fonctionne parfaitement, son cerveau interprète de manière erronée ce qu'il voit et du coup, il a des visions qui ne sont pas conformes à la réalité. Ça veut dire, par exemple, que
Il va voir un objet pas à l'endroit où il est réellement, donc ça peut avoir des conséquences embêtantes. C'est-à-dire que s'il veut s'asseoir sur une chaise, il risque de s'asseoir à côté de la chaise. Voilà, donc ça a des impacts importants. Et puis des problèmes de désorientation temporo-spatiale, c'est-à-dire que c'est très souvent des patients qui ont du mal à se repérer entre le jour, la nuit, le matin, l'après-midi. Et dans l'espace aussi, même dans des lieux familiers, quand la maladie avance, ils ont parfois du mal à se repérer, à reconnaître une pièce, à savoir ce qu'il y a dans tel placard, à trouver la sortie d'entrée, et même sur, par exemple, un trajet qu'ils connaissent très très bien, s'ils se sentent désorientés, ils n'arrivent plus à retrouver leur route. Voilà, toutes ces fonctions peuvent être atteintes, mais de manière différente d'un malade à l'autre. Certains vont avoir plutôt un symptôme cognitif ou plutôt d'autres, et certains ont le tableau complet de troubles cognitifs avec l'avancement de la maladie. Alors, je vous disais, les troubles de la mémoire dans la maladie à Cordoue sont différents de ceux de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, la grosse différence, c'est que la mémoire de stockage est beaucoup moins atteinte dans la maladie d'Alzheimer que dans la maladie à Cordoue que dans la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un malade d'Alzheimer, il perd progressivement le stockage des informations qui sont dans son cerveau. Dans la maladie à Cordoue, c'est un peu différent. Ce stockage est relativement préservé et il peut l'être totalement jusqu'à la fin de l'évolution de la maladie. En revanche, ce qui est difficile pour les malades à Cordoue, c'est d'aller récupérer l'information qui est dans le cerveau. D'où des difficultés, des lenteurs qui peuvent être assimilées à une perte de mémoire, mais qui en réalité n'est pas réellement une perte de mémoire, qui est simplement une difficulté à récupérer l'information. Et puis, il y a aussi un défaut d'enregistrement, notamment dans la mémoire à court terme, c'est-à-dire que voilà, un événement qui se passe à l'instant T peut, pour des problèmes de troubles d'attention, ne pas être enregistré. Mais l'information qui a été enregistrée avant la maladie est préservée souvent très très longtemps dans l'avancement de la maladie. Et donc, on le verra, il y a une forme de lucidité et de conscience qui est préservée jusqu'à la fin de vie. Un mot sur les troubles cognitifs pour préciser des caractéristiques importantes. D'abord, la maladie à corps de Lewy est une maladie évolutive, c'est-à-dire que les capacités cognitives ne se perdent pas dès le début, c'est extrêmement progressif. Ça, c'est la première chose. La conscience et la lucidité sont préservées. Alors ça, c'est vraiment une caractéristique de la maladie. Les malades restent conscients et lucides jusqu'au bout. On a énormément de témoignages qui montrent que un malade, même quelques jours avant son décès, peut être capable, dans une fluctuation haute, de s'exprimer totalement normalement et d'être parfaitement conscient et lucide. En revanche, quand il est dans une fluctuation basse, effectivement, on a l'impression qu'il est totalement déconnecté, mais en réalité, il ne l'est pas. Il perçoit et il comprend et il entend tout ce qui se passe autour de lui. Donc ça, c'est un point très important, le fait qu'il y a de grandes fluctuations très spectaculaires, hein, c'est-à-dire qu'un malade peut, d'une seconde à l'autre, vous parler comme je vous parle et d'un coup décrocher, avoir le regard dans le vide et sembler totalement déconnecté. Et puis, quelques minutes plus tard, revenir à un état normal. Alors, ça peut être d'une minute à l'autre, ça peut être d'une heure à l'autre, ça peut être d'un jour à l'autre. Mais ces fluctuations sont très spectaculaires et il faut bien en avoir conscience parce que très souvent, on minimise du coup les symptômes parce que comme ils sont fluctuants, on se dit bon bah oui, ça allait pas bien la semaine dernière, mais là ça va mieux, donc il était un peu fatigué, etc. Non, c'est vraiment lié à la maladie et c'est très trompeur pour les soignants, notamment dans la phase diagnostique. Parce que lorsqu'en consultation, un médecin voit un patient à corps de Lévy qui est dans une fluctuation haute, c'est-à-dire il est dans un état de conscience et de lucidité cognitive normale, ben, c'est pas évident de détecter les symptômes. Voilà. Voilà quelques caractéristiques importantes sur les troubles cognitifs qui sont vraiment très particuliers et qu'il faut bien connaître pour bien comprendre la maladie et pouvoir décoder et identifier cette maladie et ses symptômes. Face à ces troubles de l'attention et ces troubles exécutifs, ces troubles cognitifs, il y a un certain nombre de conseils qui sont très importants à respecter. Le respect du rythme et de la fatigue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas stimuler des malades qui sont en fluctuation basse. Il faut respecter ces temps de pause. Il faut être le plus simple et le plus univoque possible
dans la communication avec un malade, parce qu'un malade a beaucoup de mal à intégrer plusieurs stimuli extérieurs, c'est-à-dire que s'il y a la télé allumée pendant qu'on veut lui parler, ça va être très perturbant pour lui et très difficile de se concentrer. Donc, il faut à la fois être simple dans ses stimulations de communication, il faut assurer que l'environnement est calme et adapté. Et enfin, il faut le faire de manière la plus proche et duelle possible, vraiment en étant proche du malade, en le regardant et en s'assurant par le toucher, notamment, qu'il est bien connecté à ce que vous êtes en train de lui dire. Voilà pour les troubles cognitifs. Donc, retenez un tableau clinique très variable, les fluctuations qui sont vraiment quelque chose de spécifique à la maladie qu'il faut bien connaître et le fait que le malade, même en fluctuation basse, a un niveau de lucidité de conscience qui est extrêmement préservé. Alors, deuxième type de troubles, c'est les troubles du comportement qui peuvent se traduire de différentes manières. Et là encore, ça peut être variable d'un malade à l'autre, même si avec l'évolution de la maladie, très souvent, la plupart des symptômes se manifestent. Le premier des symptômes, c'est l'anxiété et la dépression. Très souvent, le premier symptôme très visible dans la maladie, c'est une dépression sévère et résistante. C'est pour ça que beaucoup de malades sont orientés vers des services de psychiatrie en première intention. L'anxiété, c'est quelque chose qui touche tous les malades. Les malades ont une anxiété permanente. Ils ont très, très peur de ce qui se passe autour d'eux. Ils sont dans un niveau d'anxiété extrême qu'on ne perçoit pas toujours, mais qui est véritablement réel. L'apathie, qui est différente de la dépression, est aussi très présente. Donc, c'est un comportement de retrait qui fait que le malade ne fait rien, n'a rien envie de faire. Ça ne veut pas dire qu'il est en souffrance, mais simplement qu'il est en ralentissement global et que il est en activité extrêmement réduite. C'est très fréquent. À l'inverse, il y a des comportements parfois qui sont de l'ordre de l'irritabilité, l'opposition, l'agressivité. Donc ça, c'est extrêmement fréquent. Les malades à Cordolévi sont des malades extrêmement sensibles à tous les stimuli extérieurs. Donc une contrariété, un bruit un peu fort, etc. Ou une tonalité quand on s'adresse à eux qui n'est pas adaptée, qui n'est pas douce et bienveillante, peut générer des réactions exacerbées chez ces malades parce qu'ils sont hypersensibles à tout ce qui se passe autour d'eux. Et puis enfin, il y a des troubles vraiment d'allure psychotique, des hallucinations qui peuvent être visuelles, qui peuvent être auditives, qui peuvent être tactiles. Tous les malades n'ont pas d'hallucinations, mais une bonne partie d'entre eux en ont. Des idées délirantes qui sont extrêmement fréquentes, donc des idées de persécution, de peur d'être volé, de sentiments qu'on leur cache quelque chose, qu'on essaie de les exclure de la vie sociale, etc., sont extrêmement fréquentes. Et puis, il y a un syndrome qui est très particulier, qui s'appelle le syndrome de Capgras, qui n'est pas facile à décoder. Je vais vous l'expliquer un peu plus en détail, notamment par les aidants, et qui les met parfois en grande difficulté. Alors, ce syndrome, c'est quoi le syndrome de Capgras? C'est un syndrome qui s'appelle aussi le syndrome des sosies. Et en fait, ce qui se passe dans ce symptôme, c'est que le malade reconnaît visuellement son proche, mais en revanche, il n'y a pas de reconnaissance affective et il le considère comme un sosie, et très souvent comme un sosie malveillant. Donc ça, c'est un symptôme qui est assez fréquent, qui est très difficile à vivre parce que le malade est en permanence dans la croyance profonde dont il n'arrive pas à se départir que son épouse, sa sœur, enfin ça s'adresse surtout à des proches, et quelqu'un d'autre est un sosie qui lui veut du mal. Et donc ça, c'est quelque chose qui génère évidemment des troubles du comportement très sévères et qui met les aidants dans une situation très difficile. Et les aidants, parfois, ont du mal à décoder ce symptôme. C'est-à-dire que les aidants nous disent, ah ben, il me reconnaît plus, il me prend pour quelqu'un d'autre. C'est pas tout à fait une perte de mémoire au sens strict du terme. C'est le fait que le malade reconnaît le proche, mais le prend pour un sosie. Donc ça, c'est un symptôme qui est très difficile à vivre. Et il y a un certain nombre de conseils qu'on donne aux aidants quand ils sont face à ce symptôme. Être dans l'empathie et surtout essayer de trouver des signes de reconnaissance affective pour reconnecter avec le malade. Donc la scène qui est très fréquente et qui m'a été décrite plusieurs fois, c'est un aidant et son aidé, donc un couple qui sont en train de déjeuner, tout se passe bien, et tout d'un coup,
L'épouse dit à son mari, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Où est mon mari? Euh, Partez, je veux voir mon mari, etc. Voilà. Donc, c'est un syndrome qui peut se déclencher de manière subite et disparaître de manière subite parce que, comme tous les symptômes de la maladie à courte de vie, il est très fluctuant. Donc, ça, c'est extrêmement difficile à vivre. C'est une grande souffrance pour les aidants, mais c'est aussi une grande angoisse pour les malades parce que ils sont dans une situation où ils ne reconnaissent pas leurs proches. Ils ont l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est évidemment extrêmement perturbant. Donc, il y a un certain nombre de conseils que l'on donne aux aidants dans ces situations. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le temps ne nous le permet pas, mais sachez il y a des solutions plus ou moins efficaces que l'on peut utiliser. Voilà, d'une manière générale, s'agissant des troubles psychocomportementaux, ce qu'il faut retenir, c'est euh, d'essayer, quand on est face à ces symptômes, de prendre de la distance et d'avoir en tête que, quand on est aidant notamment, que c'est la maladie qui s'exprime et pas le malade qui s'exprime. C'est-à-dire beaucoup de malades ont des troubles du comportement, de l'agressivité, etc. Puis quand le trouble passe, ils se rendent compte qu'ils ont été agressifs, ils ont des regrets, etc. Donc c'est vraiment la maladie, ça les dépasse, ça les envahit et ils peuvent pas faire autrement. Donc les aidants, il faut prendre du recul et se dire que c'est pas le malade qui leur en veut, mais c'est la maladie qui s'exprime. Je passe aux troubles du sommeil, qui sont eux aussi extrêmement fréquents dans la maladie à Cordelli. Alors, ils se traduisent très souvent par soit de l'hypersomnie, soit de l'insomnie, et très souvent une inversion des rythmes du sommeil, c'est-à-dire euh, peu de sommeil la nuit et beaucoup de sommeil en journée, et avec des troubles aussi de l'apnée du sommeil qui sont très fréquents et qui altèrent la qualité du sommeil. Et enfin, ce qu'on appelle les troubles du comportement en sommeil paradoxal, je vais détailler un tout petit peu ce symptôme, qui est très fréquent et qui est très déstabilisant aussi pour les familles. Alors, c'est quoi les troubles du comportement en sommeil paradoxal? C'est un trouble qui arrive dans la phase du sommeil paradoxal, c'est qu'il y a plusieurs phases dans le sommeil. Et dans cette phase, normalement, c'est là où les rêves sont les plus actifs, où on rêve le plus, mais où il y a un verrou cérébral qui fait que normalement notre corps est complètement inerte. Et dans ce trouble, précisément, ce verrou cérébral saute et le corps n'est plus inerte, mais redevient actif. Et du coup, les malades vivent leurs rêves. Donc, ça peut se traduire tout simplement par une agitation dans le lit, mais ça peut aussi se traduire par un malade qui se lève, sort parce qu'il est en train de rêver qu'il va prendre un train, etc. Donc, ça peut avoir des conséquences très graves. Il peut s'en prendre à son proche, évidemment. Donc, ça, c'est un trouble qui est très, très compliqué, très difficile à vivre et qui est très difficile à gérer. Ce qui est sûr, c'est que il faut avoir en tête que dans ce trouble, il faut surtout pas essayer de raisonner le malade, il faut surtout pas le contraindre ou être agressif avec lui. Il faut au contraire essayer de l'accompagner tout en douceur vers un retour vers un sommeil normal, ce qui n'est pas toujours facile et qui pose beaucoup de problèmes à domicile comme en institution. Euh, Enfin, les troubles moteurs dans la maladie à Cordelli, qu'on appelle aussi le syndrome parkinsonien, même si on va voir c'est un petit peu différent. Donc, ça peut se traduire de plusieurs manières. Ça peut être de la lenteur dans les mouvements, de l'impossibilité à réaliser certains mouvements, de l'hypertonie musculaire qui génère de la rigidité des blocages. On y reviendra. Il y a aussi beaucoup d'instabilité posturale, beaucoup de chutes liées à des problèmes d'équilibre, et puis des tremblements, pas systématiquement mais des tremblements. Alors, sachez que comme tous les symptômes de la maladie, et notamment celui-là, tous les malades n'auront pas de troubles moteurs. Hein. Il y a à peu près 20% des malades qui n'ont pas de troubles moteurs, mais la plupart d'entre eux auront, soit en début, soit en milieu, soit en fin de maladie, des troubles moteurs. Alors, un mot sur la différence entre les troubles moteurs dans la maladie de Parkinson par rapport à la maladie de Cordelli. La première différence, c'est que dans la maladie à Cordelli, ils sont extrêmement fluctuants. C'est-à-dire qu'un malade peut être complètement dans l'impossibilité de se déplacer à un moment et retrouver une mobilité quelques instants ou quelques heures plus tard. Donc ça aussi, c'est très déstabilisant, mais il faut bien en être conscient parce que ça explique les comportements et ça permet d'interpréter les manifestations de la maladie. Les tremblements sont moins fréquents et surtout, ils sont moins asymétriques. C'est qu'en général, quand un malade à Cordelli a des tremblements, c'est des deux côtés, alors que dans la maladie de Parkinson, c'est plutôt d'un seul côté. Il y a davantage de troubles de l'équilibre.
Les traitements qui fonctionnent bien dans la maladie de Parkinson fonctionnent beaucoup moins bien dans la maladie de Cordélie, voire ont des effets secondaires parfois très graves. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que donc ces troubles moteurs sont très fluctuants et très variables d'un malade à l'autre et d'un instant à l'autre. Alors, s'agissant des troubles moteurs, les conseils surtout, c'est de respecter le rythme des malades. Voilà. Malheureusement, il faut respecter, sinon on crée du stress et on peut générer des troubles du comportement. Donc voilà, il faut s'adapter au rythme et essayer, quand le malade est dans l'incapacité de faire certains gestes, d'essayer au maximum de préserver son autonomie en essayant de lui faire des petites tâches, donc de le faire participer à des activités, même s'il peut faire peu de choses. Ben, c'est très important en termes d'estime de soi pour le malade de continuer à se sentir utile, y compris dans le quotidien. Autre trouble moteur qui est très fréquent dans la maladie à Cordon-Lévy, aux conséquences très graves, c'est les fausses routes, dont les troubles de la déglutition, qui peuvent se manifester par des fausses routes qui parfois sont silencieuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes qui apparaissent, mais c'est extrêmement fréquent. C'est important de les détecter parce que les conséquences peuvent être très graves et peuvent se traduire par une pneumopathie de déglutition qui peut, si elle n'est pas bien prise en soin, aboutir au décès du patient. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, les manifestations d'une fausse route sont très minimes. Ça peut être une petite toux, un petit toussement, mais ou parfois rien. Il y a des fausses routes silencieuses qui sont extrêmement fréquentes. Donc, il faut apprendre à les détecter et être extrêmement vigilant par rapport à ça. Il y a un certain nombre de conseils préventifs en termes d'alimentation, donc eau pétillante, eau gélifiée, température froide, jouer avec les saveurs, éviter les doubles textures. Voilà, tout ça est bien connu, mais c'est important de bien l'intégrer dans l'alimentation de ces patients. L'hygiène bucco-dentaire est essentielle. Et surtout, il ne faut pas, les malades à Cordon-Lévy en général, compte tenu de ces problèmes et de la lenteur globale, ont besoin d'un temps de repas très long. Donc, il ne faut pas hésiter à fractionner les repas et surtout à laisser le temps au malade de manger à son rythme et de surtout pas vouloir accélérer le rythme parce que c'est très souvent ce qui provoque des fausses routes. Enfin, dernier trouble très fréquent dans la maladie, c'est les troubles neurosensoriels, qui sont parfois les premiers troubles qui apparaissent et qui sont extrêmement fréquents. Donc, ça peut se traduire par une baisse ou une perte d'odorat, qui est très fréquente, ou de goût. Une sensibilité accrue à la lumière ou au bruit, ou une hypersensibilité tactile. C'est important d'avoir ça en tête parce que quand on accompagne au quotidien un malade à Cordon-Lévy, il faut être conscient que allumer une lumière forte d'un coup, ouvrir les volets d'un coup, un bruit parasite un peu violent peut générer et est perçu de manière hypertrophiée par le malade et peut générer des réactions et des troubles du comportement. Donc il faut être toujours dans la douceur et éviter tous les stimuli extérieurs qui, pour nous, peuvent paraître tout à fait anodins, mais qui, pour un malade, peuvent être très violents. Et puis enfin, il y a des troubles neurovégétatifs qui sont eux aussi très fréquents dans la maladie. Il y en a deux sur lesquels on insiste toujours parce qu'ils peuvent avoir des conséquences très graves. Le premier, c'est l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire des chutes de tension brutales, notamment lors du lever, euh, quand on passe de la position couchée à debout, ou même couchée à assise ou assise à debout. Donc ça, il faut apprendre à séquencer ces moments-là pour les faire de manière très, très progressive pour éviter ces chutes de tension qui, évidemment, vont générer une chute du patient très souvent, avec parfois des conséquences extrêmement graves. La constipation est aussi extrêmement fréquente. Les troubles digestifs sont fréquents, mais les constipations peuvent être extrêmement graves et sévères et aller vers des fécalomes qui peuvent, lorsqu'ils sont mal pris en soin, générer le décès du patient avec une infection généralisée. Donc, tous ces petits troubles, c'est important de les prendre en compte parce qu'ils peuvent mettre le malade en danger et ils peuvent aussi, notamment s'agissant de la constipation, générer des troubles du comportement. Un malade qui est constipé, qui est mal d'un point de vue digestif, va le ressentir de manière exacerbée et ça peut générer d'irritabilité, voire des troubles du comportement. Donc, il faut être très attentif
à tous ces petits signes d'inconfort chez ces malades qui peuvent avoir des conséquences assez importantes. Voilà, s'agissant de la description des symptômes, je passe vite parce que le temps nous est compté, mais j'espère que vous avez eu un panorama assez complet des symptômes qui peuvent se manifester. Encore une fois, retenez, grande fluctuation de tous ces symptômes chez tous les malades. Alors, le diagnostic, un mot sur le diagnostic. C'est très important le diagnostic parce que aujourd'hui, les malades sont sous-diagnostiqués. Or, les critères de diagnostic sont établis scientifiquement par une conférence de consensus internationale. Donc, il faut les connaître et quand on les connaît, on peut poser le diagnostic de manière assez simple dans la plupart des cas. Ce diagnostic, il est essentiellement clinique et avant tout clinique. Ça veut dire qu'il passe par l'observation des symptômes. Alors, tous les symptômes peuvent être révélateurs de la maladie, mais il y a des symptômes qu'on appelle les signes cardinaux, qui sont véritablement des symptômes très caractéristiques de la maladie et qui font partie des critères spécifiques de diagnostic. Alors, il y a les fluctuations dont on a beaucoup parlé, il y a les troubles du comportement sommeil paradoxal, les hallucinations visuelles et le syndrome parkinsonien. Lorsque deux de ces quatre symptômes apparaissent, on peut poser déjà un diagnostic de maladie à corde de vie probable. Il existe peu, mais quelques biomarqueurs indicatifs qui passent soit par de l'imagerie, soit par de la ponction lombaire, et qui ne sont pas des biomarqueurs spécifiques, c'est-à-dire qu'un examen ne permet pas à lui seul de diagnostiquer, mais il peut permettre d'affiner le diagnostic ou de permettre de différencier le diagnostic entre deux maladies quand il y a un. Mais retenez que le diagnostic, il est établi, qui passe par l'observation des symptômes cliniques et que voilà, il faut bien les connaître et que notamment les médecins les connaissent bien. Et quand on les connaît bien, on est en capacité de poser le diagnostic de manière précoce et donc de mieux prendre en soin les malades dès le début de leur maladie. Alors, s'agissant de prise en soin, on va évoquer un petit peu les différents traitements médicamenteux et non médicamenteux. Je vais passer vite sur sur la partie médicamenteuse, mais simplement pour vous dire que aujourd'hui, il n'y a pas de traitement de référence, ni de posologie de référence, et les traitements médicamenteux ne sont pas curatifs, mais permettent d'atténuer certains symptômes, et ils doivent s'envisager de manière sur mesure, car les malades à cordologie sont en général très sensibles à la pharmacopée aux médicaments et cette sensibilité peut être très variable d'un malade à l'autre. Un traitement peut très bien marcher sur un malade et très mal sur un autre. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir, l'idée de variabilité d'un malade à l'autre. Mais il y a des médicaments qui permettent d'agir avec plus ou moins d'efficacité sur l'ensemble des symptômes. Il y en a un en particulier qui est souvent mal connu et qui pourtant est très efficace et qui ne provoque aucun effet secondaire parce que c'est la mélatonine. La mélatonine, c'est une substance que l'on sécrète naturellement. Et la mélatonine en préparation magistrale et à libération immédiate euh, est un médicament qui permet d'être assez efficace sur les troubles du sommeil. Et lorsqu'on résolve les troubles du sommeil, ça a un impact global sur le bien-être du malade et sur les manifestations au quotidien. Donc voilà, donc il faut savoir que quand même, il y a au moins un traitement qui fonctionne bien sur tous les malades et dont il faut toujours parler lorsque il n'a pas été indiqué pour tel ou tel malade. Et enfin, je vous l'ai dit, s'agissant des traitements médicamenteux, il y a une grande sensibilité des malades à la pharmacopée et notamment aux antipsychotiques de première génération. C'est pour ça qu'on a créé une carte d'alerte médicale que l'on donne aux patients pour qu'ils les mettent avec leur carte vitale, de telle sorte à ce que s'ils se retrouvent dans un service médical et notamment un service d'urgence qui ne connaît pas bien la maladie, pour éviter l'injection de ces neuroleptiques qui peuvent être létaux. On a malheureusement encore aujourd'hui, chaque semaine, des témoignages de malades qui ont été envoyés aux urgences parce qu'il y avait des troubles du comportement à domicile qui étaient plus gérables. Et aux urgences, on leur injecte ces antipsychotiques et le malade tombe dans le coma et décède quelques heures plus tard. C'est malheureusement encore beaucoup le cas. Alors, en dehors des médicaments, il y a un parcours de soins qui est très important et très aidant pour les malades. Alors, bien sûr, il faut d'abord avoir un suivi médical de bonne qualité avec un neurologue et un gériatre et à défaut un médecin traitant. Alors, je sais que
Il y a des déserts médicaux en France que ça n'est pas toujours possible, mais en tout cas, c'est très important dès le début de la maladie de mettre en place autant que faire se peut un suivi régulier. Autre point important, c'est l'orthophonie. L'orthophoniste fait vraiment partie du parcours de soins du malade à Cordeléville. Il va intervenir sur les troubles cognitifs, euh, principalement, mais pas que. Et c'est très important qu'il y ait un suivi orthophonique et qu'il y ait des séances d'orthophonie pour ces malades. D'abord pour qu'ils ressentent une prise en soin et parce que ça les aide à pallier une partie de leurs troubles cognitifs qui sont évidemment très, très handicapants et dont ils sont pleinement conscients, comme je vous l'ai expliqué. Autre spécialité paramédicale qui sont très importantes, c'est l'ergothérapie. Je vous l'ai dit, le malade a beaucoup de mal à s'orienter dans son domicile, il peut faire des chutes. Donc, il y a un certain nombre, et il a des troubles moteurs qui peuvent être très handicapants. Donc, il faut faire appel à un ergothérapeute. Il y a une équipe ESA ou une équipe d'ergothérapie pour aménager le domicile, pour le sécuriser et pour essayer de donner des indissages qui permettent au malade de se repérer le mieux possible dans un environnement qui lui est de plus en plus étranger à cause de la maladie. La kinésithérapie, la psychomotricité est très importante, l'activité physique adaptée est très importante. Elle permet de maintenir des fonctions et elle a un impact positif sur l'ensemble du fonctionnement du cerveau. Donc, c'est important de mettre en place une activité physique adaptée via un psychomotricien, un kinésithérapeute ou un coach sportif. Dans certains cas, ça fonctionne très bien. L'orthophoniste, là aussi, sur le plan moteur, intervient pour les troubles de la déglutition et la prévention des fausses routes. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir une prise en soin dès le début de la maladie pour aider le malade à ne pas perdre les réflexes inconscients de déglutition, à apprendre à avoir les bonnes postures, la bonne position pour manger et éviter ces fausses routes qui, comme je vous l'ai dit, ont des impacts qui peuvent être extrêmement délétères pour sa santé. Enfin, sur le plan psychologique et social, ça c'est vrai pour les dents, mais c'est vrai pour le malade, il est essentiel d'essayer de mettre en place un soutien psychologique ou psychiatrique. Ces malades sont en grande souffrance psychologique. Ils ont besoin d'être accompagnés par un professionnel et il faut aussi, autant que faire se peut, leur permettre de participer à des groupes de parole lorsqu'ils existent ou à des ateliers d'éducation thérapeutique du patient. Donc, notre association met en place ces dispositifs. Ça permet aux malades de sortir de son isolement, de se sentir moins seul, de se sentir mieux compris. Et ces groupes sont extrêmement bénéfiques pour les malades qui ont enfin, pour eux, un endroit où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent se sentir pleinement compris et pouvoir parler sans tabou de leur maladie. Et ça, c'est essentiel pour leur santé mentale et psychologique. Enfin, les aides médico-sociales sont bien évidemment extrêmement importantes et juridiques d'ailleurs aussi. Pourquoi? Parce que voilà, il faut mettre en place des aides, notamment à domicile, pour alléger les dents et pour faciliter la vie du patient. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des sujets que vous connaissez au moins autant que moi, voire beaucoup mieux. Mais sachez que notre association a fait un certain nombre de guides mais il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui permettent d'avoir accès à une bonne connaissance à ces aides. On a aussi dans notre dispositif d'accompagnement une assistante sociale qui accompagne individuellement les familles pour mettre en place ces aides médico-sociales qui sont essentielles et qu'il faut, vous le savez, anticiper au maximum. Les dents jouent lui aussi évidemment un rôle essentiel dans la maladie. Et il a un parcours qui est extrêmement difficile. Vous l'avez vu, les symptômes sont très difficiles à vivre. La perte d'autonomie peut être très, très grave au fur et à mesure que la maladie évolue, à la fois d'un point de vue cognitif, comportemental et moteur. Donc, il est essentiel que les dents se fassent aider, se fassent soutenir et mettent en place des dispositifs qui lui permettent de préserver son rôle d'aimant pour ne pas devenir uniquement un aidant. Pour ça, le soutien psychologique est vraiment très important. Tous les anciens aidants de l'association nous disent on ne peut pas
vivre et parcourir l'évolution de cette maladie sans être soutenu par un professionnel, c'est absolument essentiel. Le parcours est très difficile. L'entourage n'est pas toujours le meilleur moyen de pouvoir verbaliser et exprimer ses ressentis. Et donc, le suivi d'un psychologue et la neutralité, la bienveillance qui l'accompagnent sont absolument essentiels pour prendre de la distance et pour se sentir écouté et soutenu et faire face à cette maladie qui est très difficile à vivre. Le partage entre pairs est aussi très important. Quand on est aidant d'une maladie qui est mal connue, on a le sentiment très souvent qu'on est seul au monde. C'est une maladie qui existe très peu, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Et c'est très important d'offrir aux aidants des plateformes d'échange, alors sous forme de groupes de parole, sous forme de forums de discussion. On met bien sûr nous ça en place au sein de l'association. C'est extrêmement bénéfique. Alors, certains aidants ne sont pas très enclins à aller vers ce type de dispositif parce qu'ils y voient des connotations parfois péjoratives ou ils pensent que ça ne leur correspond pas. On a tendance à un petit peu les pousser à aller vers ça, au moins faire une tentative. Et dans 9,9 cas sur 10, une fois qu'ils ont participé à un premier forum ou un premier groupe de parole, ils y restent et ils y participent parce qu'ils voient à quel point ça les sort de leur isolement et ça leur permet enfin, ça les aide dans le vécu quotidien de leur parcours. Autre point important qui est essentiel, vous le savez, les aidants ont tendance à vouloir tout faire eux-mêmes parce qu'ils sont persuadés que eux, mieux que personne, pourront accompagner leurs malades. Sauf que l'épuisement et l'isolement sont là, arrivent vite, plus vite que l'on croit. Et très souvent, on se retrouve dans des situations des situations de crise, où l'aidant n'arrive plus à faire face, où il est obligé de faire appel aux urgences, ou obligé de mettre son proche en institution de manière précipitée, évidemment dans de mauvaises conditions. Et donc, il est très important de sensibiliser les aidants à tous les dispositifs d'aide et de relayage à domicile qui peuvent lui être offerts. Alors, je pense que vous le connaissez, mais bon, il y a bien sûr les aides à domicile, mais il y a tous les dispositifs d'accueil de malades temporaires, les accueils de jour, les accueils temporaires, les solutions de relayage à domicile. Hein, là aussi, c'est très important. Les aidants ont besoin d'avoir des moments de respiration et de souffler. Euh, voilà, et il faut les sensibiliser au fait, nous, l'argument qui fonctionne toujours très bien quand on a un aidant qui dit non, 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 moi je veux personne chez moi, c'est moi qui veux tout faire, je veux que personne s'occupe à part moi de mon épouse, euh, euh, je pense que je suis le mieux à même de le faire bien. On les sensibilise sur le fait que sans s'en rendre compte totalement et sans le vouloir, avec l'épuisement, ils vont finir par devenir maltraitants de manière involontaire parce que la charge émotionnelle, la charge psychologique devient trop forte et qu'on n'arrive plus à avoir la patience, la douceur dans des situations qui deviennent de plus en plus critiques, notamment dans cette maladie où au-delà de la perte d'autonomie, il y a tous ces troubles du comportement qui sont très difficiles à vivre et pour lesquels il est très difficile de garder son calme et garder la distance. Voilà, on incite aussi beaucoup les aidants à impliquer les autres membres de la famille quand c'est possible. Très souvent, une épouse va s'occuper de son mari, mais va vouloir essayer d'épargner ses enfants ou ses petits-enfants en pensant il vaut mieux qu'ils n'aient pas à s'impliquer dans l'accompagnement de leur père ou de leur grand-père. En réalité, tout ça crée des dissonances au sein de la famille et des problèmes. Et il faut autant que possible être dans une communication fluide et transparente avec le reste de la famille et essayer de les impliquer lorsque, ce qui est très souvent le cas, les autres membres de la famille sont prêts à donner un coup de main et à intervenir. Et puis, il y a un guichet qui est évidemment très important. Il y en a plusieurs, hein, mais voilà, les plateformes d'accompagnement et de répit, les CCAS, les pôles autonomie comme celui de Valenciennois sont essentiels, évidemment. Donc, on oriente vers ces guichets qui permettent un accompagnement assez complet et une aide au quotidien pour les aidants. Et puis, bien sûr, essayer de ne pas renoncer à toutes ces activités sociales, à ces liens sociaux. Très souvent, la maladie étant très difficile à vivre, les aidants ont tendance à s'isoler de leurs amis, de leur famille.
et de toute activité sociale. Et tous les anciens aidants nous disent que ce renoncement était une erreur. Et ceux qui ont réussi à préserver une ou deux activités en s'organisant disent à quel point c'était une bouée de sauvetage pour pouvoir faire face au quotidien à la maladie. Alors, tout ça, c'est des conseils de bon sens quand on les connaît. Ce qui est très difficile, c'est d'accompagner en douceur les aidants vers la mise en place de ces dispositifs. Et il faut faire preuve de beaucoup de patience, beaucoup de diplomatie, beaucoup de douceur. Et ce qui fonctionne toujours, un aidant va jamais se préoccuper de lui-même. Compte son focus, c'est sur le malade. Donc, tous les arguments qui essaient de lui montrer que, en ne se faisant pas aider, en ne se préservant pas, ça va avoir un impact sur le bien-être de son malade, c'est le seul argument qui fonctionne. Vous pouvez dire à un aidant qu'il risque de tomber malade, que ça ne marche jamais. Il est persuadé qu'il va tenir et il est persuadé qu'il est le meilleur à pouvoir faire les choses. Et donc, il faut toujours se mettre sous le prisme du bien-être du malade pour essayer d'accompagner petit à petit les aidants vers un parcours de répit et de prise en soin d'eux-mêmes indispensable pour vivre cette maladie au quotidien. Voilà. Alors, pour accompagner les aidants, mais aussi les malades, on a bien sûr un service d'écoute téléphonique et on a développé un certain nombre de guides qui sont spécifiques à la maladie à cordon-Lewy. Donc un guide pédagogique sur la maladie, un guide sur les dispositifs d'accompagnement du malade pour bien expliquer tout le parcours, parce que c'est aussi quelque chose qui est très difficile pour le malade et l'aidant en début de maladie, de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place comme parcours de soins. Euh, je fais référence à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la kinésithérapie, l'orthophonie, etc., l'ergothérapie. Et enfin, des guides sur les dispositifs de soutien et de répit pour les aidants, d'aide financière et de protection juridique qui sont essentiels à mettre en place le plus tôt possible pour éviter après des situations complexes. Voilà pour ce qui concerne le parcours du malade et le parcours de l'aidant. Je voudrais prendre quelques instants pour vous parler un peu des actions de soutien et de formation que notre association propose, qui ont vocation à être complémentaires des institutions qui déjà agissent pour les aidants notamment. Donc, l'idée, c'est pas de se remplacer, mais d'être dans la complémentarité. Nous, notre caractéristique, c'est qu'on n'est ni des experts du répit, ni des experts des aides médico-sociales, mais par contre, on est des experts de la maladie à cordon-Lewy. Donc, c'est très important de travailler main dans la main et de manière complémentaire. Donc, nous, on oriente vers tous les dispositifs, tous les acteurs médico-sociaux. Et c'est important que les acteurs médico-sociaux, en complément de leurs actions, orientent vers notre association pour avoir un soutien de la formation et de l'information spécifiquement dédié à cette maladie qui, vous l'avez compris, est complexe et qui nécessite beaucoup d'accompagnement et de formation pour bien la comprendre et bien la vivre au quotidien. Voilà, plus largement, nos missions en tant qu'association pour au final améliorer le parcours des malades et des aidants. On soutient la recherche médicale, on a un dispositif de soutien et d'accompagnement des familles très individualisé, je vais y revenir rapidement. Et puis, on a beaucoup de dispositifs d'information et de formation sur la maladie. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et on le fait très souvent, de former des équipes de soignants, d'acteurs psychomédico-sociaux, parce qu'on sait que bien connaître la maladie, bien la comprendre, c'est la clé de voûte pour bien la diagnostiquer, bien la prendre en soin et bien accompagner les familles qui sont touchées. Alors voilà, en un seul slide, l'essentiel des dispositifs que l'on met en place. Alors d'abord, on a un site internet qui est extrêmement riche en informations sur la maladie. Il y a énormément de dispositifs de formation dont on peut s'emparer. Il y a beaucoup de contenus, de conférences en replay, de témoignages d'aidants et de malades qui permettent de bien comprendre la maladie.
En termes d'accompagnement des familles, on a un dispositif d'écoute, de soutien et d'accompagnement individualisé via notre numéro de téléphone dédié. Donc, sachez que si vous orientez un malade ou un aidant vers notre association, il sera pris en soin de manière individualisée tout au long de son parcours par un binôme neuropsychologue et bénévole formé. Et donc, on l'accompagne dans toutes les démarches et on s'appuie, bien sûr, sur d'autres institutions et d'autres établissements lorsque c'est nécessaire. On met en place beaucoup de dispositifs de partage entre pairs dans des groupes de parole, des forums de discussion et un annuaire qui permet à tous les aidants et tous les malades, s'ils acceptent de faire partie de cet annuaire, de pouvoir prendre contact avec un père, soit un aidant, soit un malade, proche de chez eux. Parfois, les aidants et les malades qui ne veulent pas trop aller dans les groupes de parole ou dans les groupes de discussion parce qu'ils n'ont pas l'habitude de fonctionner avec le digital, sont très heureux de pouvoir prendre contact avec un aidant ou un malade proche de chez eux pour se soutenir mutuellement et s'aider. Et puis, on fait bien sûr beaucoup de dispositifs de formation et notamment d'ateliers de formation de petits groupes, à la fois pour les personnes malades ou les aidants. Et puis enfin, pour les professionnels, je vous l'ai dit, la formation pour nous est un axe majeur. Donc, il y a énormément de dispositifs de formation à la disposition des professionnels. On fait des webinaires d'information un peu plus longs que celui d'aujourd'hui, donc de 2h30 qui ont lieu chaque mois. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Il y a un horaire le matin, un l'après-midi, un le soir. Il y a énormément de professionnels qui s'en emparent. On a de très bons retours. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez approfondir vos connaissances ou transmettre à vos collègues des dispositifs pour se former, d'aller vers ces dispositifs de formation. On a une plateforme de e-learning et ça n'est pas marqué sur le slide, mais depuis quelque temps, on met en place aussi des formations sur mesure pour tous les établissements qui nous le demandent, qu'il s'agisse d'une plateforme de répit, d'une équipe ESA, d'un CHU, d'un EHPAD. Donc voilà, on met en place maintenant des formations sur mesure gratuites. Voilà, vous l'avez compris, l'information et la connaissance de la maladie est un de nos axes phares et on essaie de s'investir le plus possible pour mieux faire connaître et comprendre cette maladie. Voilà, je vous remercie. Je crois que je suis dans les temps. Oui, il y a 3 minutes, c'est parfait. Je suis dans les temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à aller sur le site www.edemsl.org. N'hésitez pas à appeler, même en tant que professionnel, le 06 de l'association pour tout renseignement, tout besoin d'aide. Et puis, de nous écrire à contact@edemsl.org si vous avez la moindre question et la moindre demande. On répond à toutes les sollicitations. Voilà. Sachez qu'aucun message n'est laissé de côté. Voilà. Je remercie beaucoup le pôle autonomie de m'avoir donné l'opportunité de parler de la maladie. J'espère que vous la connaissez, vous la comprenez un peu mieux. Mais n'hésitez pas à aller sur notre site pour approfondir vos connaissances et à nous appeler si vous avez la moindre question, le moindre besoin. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci Vincent Mouillosso pour cette présentation extrêmement riche, vraiment intéressante. Je remercie également ma collègue et l'ensemble de l'équipe d'avoir choisi ce sujet qui est très complexe, mais qui aujourd'hui avec cette présentation, grâce à vous Vincent, a le mérite de nous éclairer un petit peu sur vraiment cette maladie. Pour rappel à l'ensemble des participants, vous recevrez donc d'ici fin octobre le support de présentation qui a été proposé ce jour, accompagné de la foire aux questions. Voilà, vous étiez nombreux, je pense un peu plus de 70 aujourd'hui, ce matin pour cette heure de l'autonomie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée à toutes et à tous et à bientôt pour la prochaine heure de l'autonomie. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir.